Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat. Hier après-midi, l'UMP a consacré toute une série de tables rondes, tout un colloque à la défense du département. Il faut dire que cet échelon territorial a du plomb dans l'aile depuis notamment la réforme territoriale. Rappelez-vous, au mois d'avril dernier, Manuel Valls, tout juste nommé Premier ministre, avait annoncé vouloir la suppression des conseils départementaux pour 2021. Alors depuis, il est quelque peu revenu ces affirmations et on l'a compris, a priori les départements ruraux devraient être sauvegardés, leurs conseils départementaux devraient être sauvegardés, même si leurs compétences pourraient être simplifiées. C'était en tout cas l'une des conditions sine qua non pour que les radicaux de gauche acceptent de rester au gouvernement lors du dernier remaniement au mois de septembre. Le département, la suppression du département, les craintes autour du département, c'est en tout cas un thème qui mobilise énormément les élus locaux à l'approche d'une date extrêmement importante ici au Sénat, les élections sénatoriales le 28 septembre, lors desquelles les grands électeurs seront donc amenés à voter pour les sénateurs. Tout de suite donc, retour à cette table ronde qui s'est déroulée hier après-midi au Sénat. Merci donc à Jean-Claude Luche, président du Conseil général de l'Aveyron, à Denis Tillinac, que je n'ai pas besoin de vous présenter. Je vous signale que, outre les nombreux ouvrages dont il nous a réjouis, vous pourrez le mois prochain, me dit-il, lire un ouvrage, Chirac-Hollande, une histoire corrézienne. Voilà, donc vous en avez la primeur. Et lisez du Tillinac, c'est toujours roboratif et réconfortant à la fois, mon cher Denis. Et Tristan Lecoq, qui est inspecteur général d'histoire et professeur associé à la Sorbonne. Donc notre table ronde est sur le département garant de la proximité. J'ai envie de la lancer en citant ce qui surprendra ceux qui me connaissent. J'ai la citation plutôt gaulliste d'habitude, mais là je voudrais citer le président François Mitterrand. Et j'ai retrouvé dans les actes d'un colloque consacré à la décentralisation, Michel Charasse, qui, donc avant qu'il soit président du Conseil, pas président, membre du Conseil constitutionnel, Michel Charasse, donc, qui expliquait que Mauroy et Defer étaient régionalistes et en gros voulaient faire la peau des départements au moment de la décentralisation de 81 à 82, et que c'est François Mitterrand qui a sauvé les départements. Et il avait dit à ce moment-là à ses conseillers, le département est le symbole de la liberté et même de la liberté retrouvée. Sa disparition ou l'annonce de sa disparition est le symbole de l'arrivée imminente de la dictature. Et François Mitterrand illustrait cela par, je ne vais pas vous le faire pour pas que ça soit trop long, monsieur l'inspecteur général pourra éventuellement détailler les différentes phases, en expliquant que depuis le moment où les furieux robespierristes qui coupaient la tête de tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec eux voulaient supprimer le département, jusqu'à Pétain qui voulait le supprimer au moment du régime dit de l'état de fait qui 6 à Vichy, que donc chaque fois le département, le Conseil général était menacé ou a été supprimé. Et chaque fois que la démocratie et la République, comme l'a fait le général de Gaulle à la Libération, étaient rétablis, eh bien le Conseil général était rétabli. Donc, messieurs, est-ce que dans nos débats, est-ce qu'il n'y a pas une chose essentielle que nous allons voir disparaître avec le département et le Conseil général, c'est-à-dire c'est la proximité et ce qui va avec, c'est-à-dire la démocratie. Qui se lance? Denis? Tu veux, ou Tristan, ou le président, non? Tu appuies. Ça, c'est un micro. Oui, c'est un micro. Oui, je veux bien me lancer. Encore que j'ai aucune espèce de légitimité pour aborder le sujet de la proximité. Moi, je vais me borner à évoquer l'identité, l'appartenance, la conscience identitaire, le sentiment d'appartenance, dans un moment où la question, le souci identitaire est assez prégnant. Je voudrais juste, peut-être pour ouvrir le débat, vous dire ce qui, à mon sens, renvoie à de l'affectif et ce qui n'en renvoie pas. Alors, à quoi les Français sont attachés? Mais ils sont attachés, je dirais, à leur commune, ancienne paroisse, que ce soit leur patelin, un village,
simple commune rurale ou que ça soit une grande ville. On est de Romorantin, on est de Rouen, on est de Besançon, on est de Barcelonnette ou on est de Moulins. Indiscutablement, ils sont attachés à la nation, à la France. On est français. Ça ne se discute pas, c'est intériorisé de manière sans équivoque. Et puis, on est aussi, on se sent appartenir à ce que Fernand Braudel, l'historien Braudel, appelait des pays. Alors, des pays variables. Parfois, ça peut être des quasi-régions. Il y avait tout à l'heure le président du Conseil général du Haut-Rhin. Ben, on est alsacien, mais on est savoyard. C'est pas une région. On est catalan ou basque, on est breton, mais aussi on est berrichon, on est provençal. Ça peut aussi concerner des entités plus réduites. On est bressan, ou on est du Pays de Caux, on est bigourdan ou bernais, on est des Ardennes, on est... Alors voilà, là c'est le cœur qui parle. Deux évidences, il n'existe pas de sentiment d'appartenance, de patriotisme européen. Il en existera peut-être dans 1000 ans, disait Madame Thatcher. Moi, je suis optimiste, je pense plutôt dans 2000. Et deuxièmement, il n'existe aucun sentiment d'appartenance à la région administrative à laquelle sont assujettis les citoyens. J'ai beaucoup de mal à me souvenir du nom du président de ma propre région, le Limousin. Personne, ni en Creuse, ni en Haute-Vienne, ni en Corrèze, sans Limousin, ça veut rien dire. Et pourtant, c'était le bas Limousin dans l'Ancien Régime. Et nous, Corréziens, on se sent Corréziens. Et si je dis ça, c'est parce que ça relève du paradoxe. En Corrèze, il y a vraiment 3 pays, qui correspondent d'ailleurs à 3 arrondissements et à 3 circonscriptions électorales jusqu'aux dernières. Et il y a vraiment le pays du sel, bon, qui est quasiment auvergnat, on va à Clermont. Il y a le pays de Tulle, la moyenne Corrèze, on va plutôt à Limoges. Et puis il y a la basse Corrèze, déjà Aquitaine, le calcaire, on va à Bordeaux ou à Toulouse. Et on considère le reste des Corréziens comme des ploucs. Mais dès qu'on est à Paris, on est tous Corréziens. Et donc, le département, ben oui, c'est ça, c'est ce vers quoi je voulais en venir. Eh ben, le département parle au cœur des Français. Il y a quand même presque 2 siècles et demi que ça existe. Et bien, quelque chose se passe dans l'affectif quand on voit apparaître une plaque minéralogique, hein, les petits numéros. Ça compte. Alors pourquoi parce qu'il y a cette conjonction quand même du préfet. Et puis du président du Conseil général. Hein. Il y a ces 2 entités. Alors, on peut, comme mon ami Guénaud, avoir une certaine nostalgie du temps où c'est le préfet qui présidait le Conseil général. Je me souviens, quand j'étais jeune journaliste en Corrèze, c'était encore les préfets qui le présidaient de droit, mais enfin, c'était quand même Chirac qui le présidait de fait, même s'il n'en avait pas les prérogatives institutionnelles. Alors, pourquoi ? Eh bien, effectivement, là, c'est pour la proximité. Vous savez, quand on a créé les départements, on a dit on va trouver un chef-lieu tel que de toutes les périphéries de ce département, on puisse aller et venir dans une journée à cheval. Bon, maintenant, c'est plus à cheval, c'est en bagnole. Eh bien, le département, c'est le lieu où on peut aller déjeuner, dîner, assister à une réunion, et revenir pour reprendre son job ou pour passer la soirée en famille. C'est une proximité, c'est important. On va pas... c'est important. Alors, une idée qui avait été suggérée, il me semble, il y a une dizaine d'années par certains présidents de conseils généraux, à ma connaissance, elle n'a jamais été reprise, qui est l'idée selon laquelle, bon, il y en a peut-être un peu trop, 95 départements métropolitains, on pourrait regrouper le Haut-Rhin et le Bas-Rhin. On a tenté, ça a foiré. Je ne sais pas, l'Allier et la Nièvre ont manifestement des affinités culturelles, géographiques, économiques évidentes. Je pense que le Béarn et la Bigorre pourraient faire l'objet d'un département, parce que là, il y a vraiment des affinités telles que Pau et Lourdes, et Tarbes, pardon, ça peut marcher, tandis que Pau et Bayonne, ça marche pas du tout. Hein, parce que, alors, tous les sentiments d'appartenance que j'ai évoqués renvoient à une mémoire longue. Hein. En définitive, l'histoire se venge. Hein. On a découpé des régions et ça intéresse personne.
nous a bazardé dans l'Europe, ça intéresse encore moins de gens. Mais le département, oui, il y a ce sentiment d'appartenance. Alors, si, je l'ai dit, je n'ai aucune compétence technique, voire technocratique. Si je m'en tiens à l'affect et que j'essaie de raisonner sur la façon dont on pourrait quand même simplifier notre millefeuille, je pense effectivement qu'on pourrait supprimer les communes rurales, comme l'a fait d'ailleurs l'Église par nécessité, c'est-à-dire un curé par canton. Hein. On pourrait dire que le chef-lieu de canton dans tous les pays ruraux est la commune, et laisser des maires adjoints avec barré de tricolore pour faire un mariage quand il y a des mariages. On fait plus souvent, malheureusement chez nous, les enterrements. Je ne vois pas très clairement la nécessité des régions, parce que les prérogatives concernant l'aménagement du territoire dans un hexagone aussi exigu, ça ne peut être décidé qu'au plan national, savoir s'il faut un axe supplémentaire avec l'Allemagne, l'Italie, l'Angleterre ou l'Espagne, ça ne peut pas être décidé par une région, ça n'a pas de sens. Je crois, moi, que, bon, sous réserve de quelques regroupements qui pourraient nous ramener à 60, 70. Ça a été évoqué, le nombre des départements. Je crois absolument nécessaire de garder cette unité territoriale de proximité, parce qu'elle veut dire quelque chose. Elle est commode, je vous dis, c'est pas anodin de dire de n'importe quelle périphérie d'un département, je vais déjeuner avec mon président de conseil général je pars à midi, j'y suis à 1h, on déjeune, et puis à 3h30, je suis au boulot chez moi, ça compte. Et donc voilà, moi je suis un fervent défenseur du département, et puis je me rends compte quand même que avec ce maillage de conseillers généraux, bon, on peut encore redécouper un peu, on l'a fait d'ailleurs, pas toujours à bon escient. Là, comment dirais-je, les intérêts de la démocratie seraient préservés, et le millefeuille serait quand même simplifié. Voilà un peu ma réaction, mais c'est une réaction, je veux dire, qui concerne l'affect. Mais l'affect, c'est important, les gens se sentent... on est de l'Allier, on est de la Nièvre, on est normand, mais on est aussi du Calvados ou de l'Eure, et c'est pas pareil, parce que le pays d'Ouche et le pays de Caux, c'est très différent. Hein. En définitive, le département, c'est le plus petit dénominateur commun, à part le patelin ou la ville, d'une conscience identitaire. Et je crois que c'est nécessaire de le garder, parce qu'il n'y aura jamais de conscience régionale. Ces régions n'ont aucune... Les régions d'autres... a fortiori les régions proposées par les autorités publiques récemment, n'ont aucune espèce d'ancrage dans la mémoire longue. Hein. Elles n'ont aucun rapport avec les régions d'Ancien Régime, qui, pour certaines d'entre elles, correspondant encore à un sentiment d'appartenance. Donc, c'est pas la peine de perturber les gens. Si vous voulez, trop d'identité concentrique, trop d'impôts tue le sentiment identitaire. Cet sentiment identitaire, c'est ma ville ou mon patelin, c'est mon département et c'est la France. Point. Le reste me paraît superfétatoire. Merci Denis de cette leçon de proximité, d'histoire, de géographie, mais aussi de bon sens. Alors effectivement, quand on rentre chez soi, on rentre dans le Loir-et-Cher et pas dans la région centre. On rentre dans les Ardennes ou dans la Haute-Marne, mais pas en Champagne-Ardenne. On rentre dans les Vosges, etc. Même les régions à forte identité, comme le Limousin, qui évoque une identité géographique ou en partie historique, n'enlève en rien ce fait qu'on soit de tel ou tel département, ce qui montre bien. Là aussi, tout à l'heure, quand je parlais de sottise, c'était pas un jugement péjoratif, c'était juste un constat sur le fait qu'on ne peut pas, comme dit Henri Guénaud, d'ailleurs, la France n'est pas une page blanche, n'en déplaise à certains, on ne peut pas écrire n'importe quoi sur un cahier tout blanc. C'est un cahier, heureusement pour nous, riche, déjà écrit, et la moindre des choses, au moment où on célèbre le centenaire de la guerre de 14-18, c'est de respecter celles et ceux qui l'ont écrit dans le passé.
Mon cher Président, vous partagez, je pense, en praticien dans votre beau département de l'Aveyron, ce constat sur le fait que vraiment, c'est dans le département qu'on respire bon, si j'ose dire, la proximité. Très bien, bonsoir à toutes et à tous. Et je dirais à Denis Tinillac, et je partage tout à fait son analyse, que je suis Aveyronnais avant d'être Midi-Pyrénéen. Et qu'aujourd'hui, on a certainement, même si l'Aveyron reste un département modeste et petit, je parle en nombre d'habitants, 280 000 habitants, on peut identifier l'Aveyron, on a du mal à identifier la région Midi-Pyrénées, puisque de Bagnères de Luchon jusqu'à quelques kilomètres d'Aurillac, donc c'est l'immensité de nos territoires. Donc le sujet de cette table ronde est la proximité. Et je dirais au préalable un postulat qui me paraît bon, bien évidemment, pour les collectivités, mais également pour les entreprises. On est d'autant plus efficace que le centre de décision est plus près que du centre d'action. On le vit tous les jours. Les grandes entreprises, nous apercevons, et notamment des départements comme le mien, on s'aperçoit que si nous conservons les sièges sociaux, on a peut-être des facilités à un développement. Si le siège social se déplace vers la grande métropole, vers Paris, on a du mal à pouvoir articuler ou créer des effets de levier. Alors, le thème de cette table ronde est la proximité. Pour moi, la proximité, elle a deux significations. La proximité géographique et la proximité des services. Proximité géographique. Je vais prendre l'exemple de mon département. Demain, en mars, en juin, en décembre, on ne sait pas encore, vont avoir lieu les élections cantonales. Chez moi, dans mon département, 12 000 habitants par canton. Pour votre information, j'aurai un canton qui est sur le Larzac, parce que 12 000 habitants sur le Larzac, c'est pas si évident que ça. Comme du reste sur l'Aubrac, comme du reste, il y a les écolos, mais ils ne valent qu'un, même s'ils font beaucoup de bruit. Mais sur l'Aubrac, c'est la même chose, mais j'aurai un canton qui, d'un bout à l'autre, d'une extrémité à l'autre, va faire 93 km. Et si on va sur Via Michelin, il faut 1h53 pour le nouveau conseil général pour aller d'une extrémité à l'autre. Avec les routes qui sont à charge du département, certes, mais qui ne sont pas des autoroutes. Et vous savez toute l'attention que nous portons à nos routes départementales. Donc ça, c'est déjà la dimension. À ceci, j'ajoute les communautés de communes, 20 000 habitants, on en a parlé, il a été question tout à l'heure dans les ateliers précédents, 20 000 habitants, là aussi, sur le Larzac et sur l'Aubrac ou ailleurs, il faut ramer un petit moment. Les PETR, la région Midi-Pyrénées, notre excellent président de région Martin Malvy, qui défraie la chronique ces jours-ci, 45 000 habitants. Imaginez-vous, nos amis lozériens, et le président du conseil général de la Lozère est présent, je le salue, de la région voisine, le Languedoc-Roussillon, avec qui, paraît-il, nous allons nous marier, c'est simplement 10 000 ou 12 000 habitants. Nous, on a l'impression que tout a été fait pour que, finalement, dans ce département de l'Aveyron, qui est le département le plus grand de la région Midi-Pyrénées et le moins peuplé, un des moins peuplés, 45 000 habitants, ce n'est pas très simple. Ça veut dire que cette notion de proximité géographique a une signification différente d'un département à l'autre. Quand on est dans le Grand Paris, bien évidemment que dans le quartier, dans l'arrondissement, la population n'a pas la même signification. On s'en aperçoit du reste dans nos petites communes ou dans notre département sur les réseaux d'eau potable, les réseaux d'assainissement. Que le tuyau, un mètre de tuyau vaut le même prix à Paris ou à Rodez chez moi, le problème c'est qu'il n'a pas le même coût. Parce qu'au bout, il n'y a pas le même nombre de personnes raccordées. Et le retour à l'investissement, enfin, qui n'est pas possible, au moins l'amortissement, n'a pas la même signification. Donc la proximité est un élément essentiel. Et en Aveyron, voyez-vous, on ne peut pas fonctionner en nombre d'habitants. On peut fonctionner en vallée, en plateau, en bassin de vie, bassin d'emploi, bassin de santé. Mais bon sang, ceux qui imaginent ces critères de population, qu'ils aient cette notion de proximité et qui nous laissent vivre, nous, Conseil général, qui nous laissent nous organiser, parce que je pense que, y compris les petits élus locaux, je parle des communes rurales, ont certainement l'expérience pour déterminer eux-mêmes ou déterminer entre eux le meilleur territoire ou le territoire le plus pertinent pour être plus efficace. Ça, c'est la notion géographique. La notion des services.
Le Conseil général, et cela a été dit différemment, mais je me permets de le redire, est présent tous les jours et partout. Tous les jours et partout dans l'exercice de ses compétences. Depuis la naissance, la PMI, toutes les compétences que nous avons, jusqu'aux personnes âgées, on a traité tout à l'heure en parlant du social, en parlant des routes départementales. J'ai l'exemple hier, une route départementale près des gorges du Tarn, à la limite l'Aveyron et la Lozère, et on sait combien les gorges du Tarn sont un élément attractif au niveau touristique. Mais en un jour et demi, nous avons réglé le problème. Je ne suis pas sûr que demain, depuis Toulouse, nos amis dans la nouvelle composition de la grande région qui fera 13 départements, je ne suis pas sûr que le siège de la nouvelle collectivité ne s'inquiète pas plus de la rocade de Toulouse à doubler ou le grand contournement de Montpellier à faire que de la route des gorges du Tarn. Donc cette notion de proximité a une équivalence au niveau des services. Les services, c'est également aussi, bien sûr, les transports scolaires. Dans un département comme le nôtre, comme l'Aveyron, tous les jours, nous réalisons 42 000 kilomètres. 320 marchés. 42 000 kilomètres. Ça veut dire quasiment que nous faisons du cousu humain. Pourquoi nous faisons du cousu humain? Parce que nous voulons que nos petits hameaux, même si ça nous coûte cher, 15 millions d'euros, nous voulons que les familles qui ont fait le choix d'habiter ces petits hameaux aient le même service que celui qui habite à 50 mètres d'un collège ou d'un lycée dans le département. C'est un élément d'attractivité. C'est la proximité qui devient un élément d'attractivité. Les transports scolaires. Une autre compétence que nous exerçons et qui joue un rôle important au niveau du lien social, c'est la culture et le sport. Vous savez, depuis le début juillet, je parcours le département pour d'autres raisons. Et je rencontre les élus de ce département. Que je m'aperçois, c'est l'Aveyron, mais des communes de 90 habitants, 110 habitants, qui ont leur salle des fêtes, qui ont fait multiples rurales pour conserver le café. Et après-midi, j'ai bu l'apéro avec le maire dans une commune où il y a 71 habitants. Mais s'il n'y avait pas le maire, s'il n'y avait pas la commune, il n'y aurait pas de café. Et toutes les maisons seraient toutes délabrées, ne seraient pas entretenues. Et cet effet de lien social sur l'activité touristique, c'est-à-dire sur l'entretien de notre patrimoine, des espaces, est également aussi, ou joue un rôle important sur la proximité. Je pourrais parler, pareil, de la culture. La culture, le développement culturel de nos départements, d'un département comme le nôtre, est important, y compris dans le petit festival organisé dans la petite commune. Pas de conseil général pour le financer ou aider au financement. Pas de festival, pas d'animation culturelle, pas d'activité touristique. Pas d'activité touristique. Moins 3 000 emplois dans le département de l'Aveyron. Donc voyez-vous, le département aujourd'hui est une nécessité. C'est une nécessité parce que tout à l'heure, je ne sais plus, un de mes collègues disait qu'il y avait 31 ans de vie politique. Moi, j'ai également 31 ans de vie politique. J'ai commencé, j'étais petit. Mais je m'aperçois qu'au fil du temps, la structuration qui est la nôtre a eu des effets positifs. Et aujourd'hui, pourquoi démolir ce qui marche bien? Pourquoi démolir ce qui marche bien? Il faut certainement le faire évoluer, oui. Il faut innover, oui. Et nous ne sommes pas bloqués dans les différentes discussions. En 31 ans, on a vu un certain nombre d'évolutions. D'abord de notre société, d'abord des collectivités. Mais de là à décider la véritable rupture, c'est un danger pour la ruralité. Et cette ruralité en France, on en a besoin. Pourquoi on en a besoin? Parce que ceux qui n'ont pas le même accent que moi, qui sont au nord de la France, dont certains d'entre vous, vous avez besoin de temps en temps de vous rapprocher de la côte méditerranéenne ou atlantique, y compris de venir à moyenne montagne. Mais nous sommes très heureux de vous accueillir, bien évidemment. Mais le reste de l'année, nous souhaitons y vivre. Et s'il n'y avait pas de département, si le département de l'Aveyron, la structure même n'existait pas, que deviendrait notre Larzac? Que deviendrait notre Aubrac? Que deviendrait tout simplement
ces fameux Aveyronnais qui vivent ici à Paris. Puisque vous le savez, ils sont plus nombreux à Paris qu'en Aveyron. Mais c'est certainement une chance pour nous. Et je suis persuadé que la mobilisation, et je félicite Éric Doligé et le préfet Monzani d'avoir pris l'initiative de ce colloque. Je suis persuadé que demain, cette ruralité que je défends, parce que moi quand j'étais gamin, que j'étais en classe au lycée, on nous traitait de paysans, nous les ruraux. Aujourd'hui, je suis fier, mais très fier d'être un rural. Et pour vous qui êtes, certains d'entre vous qui êtes des ruraux, n'ayez aucun complexe de dire que vous êtes attachés à cette ruralité. Cette ruralité, c'est une chance pour notre pays, c'est une chance pour nos institutions, et puisqu'on est à Paris, c'est une chance pour les Parisiens. Je vous remercie. Mon cher Président, je crois que le département, c'est à votre image. Le département est à votre image, c'est à la fois pertinent, le département, et sympathique. Et ça, je crois que la pertinence et la sympathie sont des notions qui échappent aux technocrates et aux idéologues. Ah ouais. Et le problème, il est bien là. Et on peut les prendre en stage. Ouais. Alors j'espère que vous trouvez, mesdames et messieurs, ce colloque lui-même pertinent et sympathique. Enfin, en tout cas, on essaye. J'en profite pour préciser, j'y pense en voyant une célébrité comme Denis Tillinac, que tous nos intervenants, pour les politiques c'est évident, mais pour tous nos intervenants sont venus à ce colloque à titre bénévole. Monsieur le... Je peux dire un petit mot sur les Aveyronnais, parce qu'on a eu, quand on est en Aveyron, on se sent rural, on a vraiment les idées du terrain et on défend le territoire rural. Par contre, quand une Aveyronnaise rentre au gouvernement, conseillère générale de l'Aveyron, elle rentre dans un moule qui finalement conduit à supprimer les départements, porter des idées un peu subversives par rapport à celles que tu défends. Et puis, le jour où cette Aveyronnaise quitte le département et où elle retourne dans son département, elle est contre le gouvernement et elle est pour nos idées. Donc, ce qu'il faudrait, c'est que tous les Aveyronnais qui sont à Paris rentrent en Aveyron. D'abord, ça doublerait la population. Et ensuite, surtout, qu'ils ne rentrent pas au gouvernement pour ne pas avoir des idées subversives. Alors, je plaisante, mais je pense qu'une de nos problématiques au niveau politique, c'est que bien souvent, quand un élu local de province monte à Paris, il prend de mauvaises habitudes. Je pense également. Ouais. Et en parlant de cette feu ministre, donc qui est dans mon opposition au département, que j'ai eu comme autre mois à la candidature de la présidence du Conseil général 2008, qui est renouvelable comme sénatrice, je vous demande de suivre l'actualité en Aveyron à partir le 28 septembre au soir. Et je recommande aux différentes personnes que j'ai rencontrées pendant l'été, par rapport à ce que tu dis, Éric, de bien regarder ce qu'elle dit à Paris et de regarder ce qu'elle dit à Aveyron. Mais il paraît que c'est la géométrie variable. Donc à partir de là, je trouve que l'allusion est pertinente. En tout cas, d'ores et déjà, je vous remercie de votre soutien. Denis Tillinac va devoir nous quitter, pas parce que je ne l'ai pas payé, mais parce qu'il a une obligation importante. Mais il souhaitait faire une remarque, une question avant de nous quitter. Oui, monsieur le président du Conseil général de l'Aveyron, donc j'approuve à 101% votre défense du département, de la proximité pour ce qui concerne l'attractivité, pour ce qui concerne les services, pour ce qu'on a de la géographie. Une petite réserve. Vous avez évoqué des communes de 70, 80, 90 habitants. Il y en a beaucoup chez nous aussi en Corrèze, dans mon canton, où il y a 3000 habitants en tout. Il y a 4 communes sur 10 où il y a moins de 100 habitants. Bon, malgré tout, ce millefeuille, il va bien falloir le simplifier un petit peu. On pourra, Dieu sait que je suis attaché à mon propre clocher. Nous avons 190 habitants dans le village de mes ancêtres. Il ne me paraîtrait pas absurde que le chef-lieu de canton soit la commune, quitte à laisser des adjoints pour, maintenant, une seule école, un seul club de football, une seule salle permettrait davantage d'émulation. Dans ces villages maintenant, à 190, j'assure, l'hiver, on tourne un peu en rond, et je crois qu'à peu près tous les élus sont d'accord. Est-ce que sur cette réserve-là, vous me la tolérez ?
Je peux tenir ce discours, moi je vais attendre que le 28 septembre soit passé. Ouais. On dira rien à Rodez avant le 28 septembre. La caméra. Monsieur l'inspecteur général, cher Tristan Lecoq, votre présence permet d'éclairer un angle auquel on ne pense pas toujours, c'est-à-dire le département et l'éducation, le département et la formation. Donc vous avez la parole, mon cher. Merci, monsieur le préfet, cher Pierre. Je vous rappelle que l'inspection générale n'est pas seulement gratuite, elle est aussi laïque et obligatoire. 3 mots, 3 remarques. Bonjour, monsieur le président. 3 remarques en introduction. Je voudrais dire que moi, j'ai appris le département ici, quand j'ai été pendant 5 ans le collaborateur de Jean-François Poncet. J'ai continué à apprendre le département quand j'étais maire adjoint du Havre entre 1995 et 2001, pour travailler sans aucune difficulté d'ailleurs avec le département. Aujourd'hui, je suis dans une situation un peu différente, inspecteur général et professeur à la Sorbonne, puisque l'inspection générale est le corps de l'État qui contrôle, expertise, régule nationalement le système et en particulier qui veille au programme d'enseignement, et je suis par ailleurs président du jury d'agrégation d'histoire et de géographie. Je poserai 3 questions. C'est un plan 3 parties, pareil. Une question pédagogique, comment est-ce qu'on apprend le département? Une question administrative, à quoi sert le département et l'école? Et puis, puisque tout le monde a fait de l'histoire ici, il n'y a pas de raison que j'en fasse pas un peu, puisque moi c'est mon métier, je vous montrerai un peu comment on peut étudier le département au titre d'une étude de cas historique que m'a suggéré d'ailleurs le préfet, mon camarade Pierre Monzani. Premier élément, une question d'ordre pédagogique. Il faut avoir conscience que les territoires sont désormais enseignés en géographie, mais aussi en histoire. La géographie étant une discipline qui a fait depuis 20 ans une véritable révolution et qui est passée en gros d'une science naturelle ou d'une science physique à une science politique ou une science sociale. Et on étudie les territoires à l'école comme des espaces soumis, et alors là, je l'ai vu depuis le début de cette réunion, des espaces soumis à des acteurs, à des enjeux et à des conflits. Et c'est bien ce que nous enseignons dans nos classes, en particulier le département, puisque le département est enseigné aux élèves, aux diverses échelles de l'espace et du temps. Le département est enseigné aux élèves de la fin de l'école élémentaire jusqu'en terminale, en particulier en 3e et en première, où on étudie l'aménagement du territoire français, et ceci toutes filières confondues, première technologique, première professionnelle, première des séries générales. Il y a des sujets même de baccalauréat qui tombent et qui sont posés sur le département ainsi qu'au brevet. En terminale, quand on étudie administrer la France depuis 1946, il y a un chapitre entier qui concerne effectivement le département et la décentralisation. Bref, les territoires de la République sont enseignés et au sein de ces territoires, le département, c'est inscrit noir sur blanc dans les programmes, est enseigné comme le territoire de proximité. Alors vous me direz, un programme d'histoire et de géographie, ça se change par décret. C'est vrai, on le voit, mais il n'empêche que ça fait des années que ça fonctionne comme ça et que, il faut bien le savoir aussi, les élèves comme les enseignants y sont particulièrement attachés parce que c'est là que se situe aussi le territoire d'exercice de la citoyenneté. C'est un mot qui mérite d'être prononcé à ce stade de nos travaux. J'ai entendu parler de fraternité, oui, ça s'incarne aussi, me semble-t-il, dans une forme de citoyenneté. Deuxième série de remarques, pour aller vite, le rôle du département joue dans l'organisation administrative de notre ministère de l'Éducation nationale. Il faut rappeler que les académies ont été créées par Napoléon en 1808, et les académies, en même temps que les recteurs, les lycées, les palmes académiques, enfin, toute une série de choses. La limite des académies, c'est la limite des cours administratifs d'appel. Mais la limite des académies reprend exactement le découpage des départements. On va même plus loin, puisque la limite des académies reprend plus le découpage des départements que celui des régions. Il y a une région en Île-de-France, il y a 3 académies. Il y a une région en Rhône-Alpes, il y a 2 académies. Il y a une région en PACA, il y a 2 académies. Alors, je pose la question qui, jusqu'à présent, me semble-t-il, n'a pas été posée. Dans le redécoupage en cours, qui est un des redécoupages régionaux, il va y avoir des conséquences sur les académies, c'est-à-dire sur les territoires de l'éducation. Jusqu'à présent, me semble-t-il, on n'a pas véritablement évoqué ce sujet. Il me semble, Monsieur le Président, que là aussi, il y aurait peut-être à réfléchir sur ces affaires, d'autant que le département est un territoire de l'éducation. Les présidents de conseils généraux le savent évidemment très bien.
c'est pas seulement l'affaire du recteur, du préfet de région et du président de conseil régional, pour important que ce soit. L'inspecteur d'académie dialogue avec le préfet de département, lequel dialogue avec le président du conseil général. Donc c'est un élément qui me semble extrêmement important. De même, le département est divisé en circonscriptions. Ces circonscriptions sont la base de l'action des inspecteurs de l'éducation nationale du premier degré. Et par conséquent, entre la commune, le département, la région, il y a là une imbrication qui est assez intéressante. Et comme je l'ai entendu fort justement tout à l'heure, on peut supprimer, on peut tout supprimer, hein. On peut supprimer les conseils généraux, les départements. Il y a là une action et une politique publique déclinée à l'échelle déconcentrée, puisque mon ministère est à la fois le plus hiérarchisé et le plus déconcentré de tous les ministères. Il faudra bien que quelqu'un s'en charge à un moment ou à un autre. Et je vous ferai part, puisqu'il y a ici évidemment des présidents de conseils généraux avec lesquels j'ai eu l'occasion de travailler. Je vous ferai pas, il y a 10 ans, lorsque je suis rentré à l'inspection générale, une forme de bahutage, bizutage. Moi qui suis havrais, normand, cauchois, comme dirait Denis Tillinac, on m'a envoyé faire une étude sur l'impact pédagogique de l'existence des petites structures dans l'Académie de Toulouse. Vous reconnaîtrez là les intitulés sympathiques de mon ministère. Cela dit, j'ai passé 6 mois absolument extraordinaires parce que j'ai appris la façon dont ce qu'on appelle les petites structures d'enseignement, pour l'essentiel école élémentaire et collège, jouaient un rôle absolument central, avec des initiatives pédagogiques tout à fait étonnantes, dues quelquefois au nombre relativement réduit d'élèves dans les classes et dans les établissements, et en particulier la façon dont je ne pense qu'au transport, parce que bien évidemment le président du Conseil général de l'Aveyron verra tout de suite à quoi je fais allusion, mais je pense là le rôle du Conseil général dans cette affaire était absolument central, et Monsieur le Président, il le demeure. En d'autres termes, que ce soit sur le plan pédagogique ou sur le plan de l'administration des territoires, de l'éducation, le département joue un rôle absolument essentiel. Troisième et dernière remarque sur l'histoire. Au fond, comment on peut enseigner la relation, je quitte un peu le sujet de la proximité, mais puisque j'ai la parole, tu ne vas pas me l'enlever, je quitte un peu le sujet des territoires de proximité pour vous présenter un peu comment on peut faire rapidement une étude de cas à l'école qui illustre l'histoire des départements. Comment fait-on? C'est ma dernière remarque. On peut commencer par la loi du 10 août 1871, puisque c'est cette loi qui donne au département le statut de collectivité territoriale. On peut continuer en évoquant la grande loi municipale du 5 avril 1884, puisque c'est elle qui donne le pouvoir de décision aux conseils généraux. Et une fois qu'on a établi cette affaire, on montre, comme le disait Agulon, ce qu'est la République au village et ce qu'est la République dans le département et la façon, sous la Troisième République, dont, au fond, s'incarne la République, puisque, à la fin du XIXe siècle, les instruments, si je puis dire, de la républicanisation de la France, c'était l'école, l'armée et, à bien des égards, le département. Et puis, on évoque la loi du 12 octobre 1940. Loi qui n'a été absolument pas imposée à l'Allemagne par je ne sais quel occupant, c'est la loi qui supprime, pas les départements mais les conseils généraux, pour les remplacer par des commissions administratives départementales de 7 à 9 membres nommés par le gouvernement. C'est cette loi très intéressante qui débouche ensuite sur la loi du 29 avril 1941, loi qui crée une vingtaine de régions au profit de préfets de région qui sont en fait des intendants de police et d'économie. Et puis, il y a ce grand texte que connaît bien Pierre Monzani, qui est le décret du 30 juin 1941 sur les préfets régionaux, signé par Pétain, mais aussi par l'amiral de la flotte, vice-président du Conseil, secrétaire d'État à l'intérieur, Darlan, puisque c'est aussi de là que date le fait que les uniformes des préfets aient été copiés sur ceux des amiraux, la France de l'époque étant largement la SPA, Société protectrice des amiraux. Et puis on peut terminer par un texte très intéressant. Et je suis heureux de pouvoir terminer par ce texte, qui est une loi dont l'origine est au Sénat. C'est la loi Tréveneuc du 15 février 1872, dont le rapporteur était Henri de Tréveneuc, sénateur des Côtes-du-Nord, comme on disait à l'époque. Je cite l'article le plus intéressant de cette loi. Si le Parlement est dans l'incapacité de se réunir, les conseils généraux doivent pourvoir, je cite, d'urgence,
au maintien de la tranquillité publique et de l'ordre légal. Le général de Gaulle, en novembre 1940, évoquera, je cite, « À défaut d'un Parlement libre et fonctionnant régulièrement, la France aurait pu faire connaître sa volonté par la grande voix de ses conseils généraux. » C'est d'ailleurs en juin 1944 à Alger, par l'application de cette loi Tréveneuc, que De Gaulle put instaurer le gouvernement provisoire de la République française jusqu'à ce que les élections lui permettent de fonctionner à la France, de fonctionner librement et de recouvrer ses institutions. Je vous remercie. Merci, mon cher Tristan, d'avoir rappelé la grande voix du général de Gaulle parlant de la grande voix des conseils généraux et la petite voix de Pétain parlant de sa suppression. Je ne ferai pas davantage de parallèles, chacun aura compris. Mon cher Président, une dernière remarque peut-être sur... Non, non, pas du tout. Moi, je crois que finalement, ce qui est intéressant, c'est que ce qui est rappelé au niveau de l'histoire et ce qui est la vérité d'aujourd'hui. Faisons en sorte que... Allez, ceux qui n'ont pas le même accent que moi, quelquefois, partagent nos propos, y compris ceux qui sont autour de Paris ou dans la région parisienne. Voilà. Pour